Merci de rester avec nous. Voici le sommaire de votre journal. Ordination sacerdotale et diaconale ce mercredi 2 août 2023. 5 diacres ont été ordonnés prêtres et 10 acolytes ordonnés diacres. C'était à l'occasion du 25e anniversaire d'épiscopat de Monseigneur Sikuli Paluku Melchisedek. En cet anniversaire, Monseigneur Sikuli Paluku Melchisedek exhorte les fidèles à demeurer dans la prière pour la restauration de la paix. Le 2 août, c'est aussi une commémoration des victimes péries innocemment dans les génocides congolais pendant la période coloniale. Ce jour, les membres du mouvement Lutte pour les changements Lucha se sont réunis au rond-point cathédrale pour rendre hommage à ces victimes. À suivre dans cette édition. Shalom chez vous, messe d'action de grâce du 25e anniversaire d'épiscopat de Monseigneur Sikuli Paluku Melchisedek. Célébrant ses 25 ans d'épiscopat, Monseigneur Sikuli Paluku Melchisedek exhorte les fidèles à demeurer dans la prière pour la restauration de la paix. Il exprime sa gratitude à tous les chrétiens qui l'ont accompagné pendant les moments de joie et de peine. Reportage Gérard Mourefou. Cette messe a connu la présence de Monseigneur Janvier Kataka, évêque du diocèse de Wamba. À partir de 8h30, plusieurs fidèles étaient déjà présents à l'église de Kitatumba. Il fallait entendre 9h30 pour voir le cortège des prêtres et Monseigneur fouler l'église. Devant la foule qui a participé à la messe jubilaire du paroisse Cœur Immaculé de Marie de Kitatumba, l'évêque du diocèse de Butembo-Beni a exhorté les chrétiens à prier pour la paix à l'est du pays. Monseigneur Sikuli Paluku Melchisedek a expliqué que depuis son installation à la tête du diocèse, cette région est secouée par la guerre. Malgré des moments difficiles, Monseigneur Sikuli Paluku Melchisedek se réjouit de la croissance du nombre de fidèles. À ce 25e anniversaire d'épiscopat de Monseigneur Sikuli Paluku Melchisedek, 5 diacres ont été ordonnés prêtres et 10 acolytes ordonnés diacres. Au même moment, 9 prêtres diocésains ont jubilé 25 ans de vie sacerdotale. Ces jubilaires sont de la première promotion des prêtres ordonnés par Monseigneur Sikuli Paluku Melchisedek. Et autre chose en présent, les membres du mouvement Lutte pour les changements Lucha se sont réunis au rond-point cathédrale ce mercredi 2 août. Objectif, commémorer les victimes péries innocemment dans les génocides congolais pendant la période coloniale. Ils revendiquent que ce jour soit connu et honoré par tous. Des bougies ont été allumées pour cette fin. Reportage de Nelly Mwangesiali et Eugénie Moussiviro. Ici, au rond-point cathédrale, 2 membres de la Lucha se sont réunis avec d'autres jeunes à cette occasion, notamment 2 membres de groupes de pression, de riverains de ce rond-point et de passants. Disposés en cercle, ils scandent et chantent, réclamant le retour de la paix en RDC. Anelka Moigna, membre de la Lucha, indique que cette activité vise à poursuivre la lutte de la recherche de la paix à travers la commémoration en date du 2 août de victimes du génocide congolais tuées par des colons à la recherche de minerais. Aujourd'hui, nous sommes ici pour commémorer la journée du 2 août, la journée dédiée au génocide congolais. Comme vous le savez, messieurs les journalistes, ça fait longtemps que les Congolais sont en train d'être tués. Si vous vous revenez dans l'histoire, vous allez comprendre avec moi qu'à l'époque de Léopold, il y a eu plus de 13 millions de morts qui ont été tués juste parce que Léopold voulait brutaliser les Congolais pour avoir le caoutchouc. Aujourd'hui,
Un siècle après, ce sont les mêmes scénarios qui se répètent et on ne sait pas vraiment ce qu'on peut encore dire par rapport à ça. Parce que si vous allez dans les Rutshuru, si vous allez dans les Massissi, à Beni, à Nitour, partout au Congo, ce sont les milliers de Congolais qui sont en train d'être tués. Mais malheureusement, une grande partie des Congolais ne connaissent pas qu'il y a un génocide qui s'est passé. Nous revendiquons que la journée du 2 août soit une journée reconnue officiellement comme journée du génocide congolais. Et que les Congolais à leur tour commémorent cette journée en reconnaissant qu'il y a des gens qui sont en train de mourir partout dans le pays. Des militants de la Lucha demandent aux autorités de reconnaître officiellement cette journée tout en ne faisant pas une récupération politique pour la campagne en vue des élections à venir. Ils plaident pour la traduction des auteurs en justice. Avec si Tshisekedi aujourd'hui parle de cette journée, nous sommes en train de voir ça d'une autre manière. Parce que vous savez, c'est une journée où on voulait amener tous les Congolais de s'approprier cette journée. Mais comme c'est la période de la campagne, nous craignons que ça soit une récupération politique. C'est pourquoi nous avons voulu à ce que, pour le moment, qu'il n'y a pas de récupération politique dans cette affaire, mais que tout le monde vienne. Parce qu'imaginez, si aujourd'hui, par exemple, quelqu'un de l'IDPS, il se dit que moi, je vais commémorer cette journée sous haute patronale de l'autorité de l'IDPS, ça va directement mettre des barricades pour les autres personnes qui ont malheureusement cette volonté de venir apporter cette aide. C'est pourquoi nous voulons que la journée reste, nous voulons que l'activité reste vraiment ça des affaires politiques. Après plusieurs chants exécutés, des bougies ont été allumées pour honorer la mémoire des victimes. Et nous restons toujours en ville de Butembo pour parler santé des femmes allaitantes se trouvent dans l'incapacité de respecter des mesures d'hygiène pendant l'allaitement. Cela suite au manque de dispositifs nécessaires dans leur lieu de travail et certaines dans leur milieu de vie. Deux femmes et déplacées de guerre que nous avons rencontrées éprouvent des difficultés de pratiquer l'hygiène du corps et des mains, faute de faisabilité. Kambale Kompi, médecin traitant aux cliniques de la Lumière, conseille aux femmes allaitantes de respecter les mesures d'hygiène pendant l'allaitement pour ne pas occasionner des maladies de mains sales pouvant empêcher la bonne croissance de leurs nourrissons. Reportage Croyante Vehamba. En cellule vétérinaire au quartier Biondi en commune Kimemi, nous rencontrons Massika Clarisse, son mari et son bébé. Cette famille vit à Butembo depuis environ 6 mois en déplacement depuis Mungamba, en territoire de Beni. Elle avait fui la guerre des ADF Nalu qui massacre la population civile dans plusieurs villages du territoire de Beni, au Nord Kivu et en Ituri. Cette femme allaitante, mère d'un bébé de 9 mois, ne tient pas du tout compte de l'hygiène lors de l'allaitement de son bébé. Elle explique qu'elle passe une bonne partie de son temps à circuler dans les rues pour chercher de quoi se nourrir. Elle ne réfléchit pas à se laver le mains avant de nourrir son bébé, a-t-elle indiqué. C'est plus facile quand je me retrouve à la maison, mais ailleurs, je ne tiens vraiment pas compte de l'hygiène. Même situation constatée chez Françoise Kiakimwa, mère d'un enfant d'une année et demie, aussi déplacée de guerre venue du secteur de Rwenzori. Elle vit au marché communément appelé Kisoko à Mutsanga. Françoise allaite son bébé en cas de besoin sans songer au préalable à l'hygiène de son corps et de ses mains. Quelquefois, je me lave avant d'allaiter, mais pas à chaque fois. Si mon bébé pleure, je lui donne directement les tétons pour téter sans songer à l'hygiène. Quand elle tombe malade, je vais à la pharmacie, c'est là qu'on me prescrit les médicaments à lui donner. Contacté à ce sujet, Kambale Kombi, médecin traitant aux cliniques La Lumière, appelle les femmes allaitantes à respecter l'hygiène du corps et spécialement des mains pour éviter des maladies des mains sales chez leurs nourrissons. Si vous êtes une mère qui allaite et vous avez l'habitude de faire traiter les nourrissons, ça vous lavez dans les mains, ou bien de faire le même hygiène de votre corps, ça peut juste se répercuter sur les nourrissons ou bien sur les nouveau-nés. Justement, il y a des conséquences parce qu'il y a des maladies de mains sales que nous connaissons souvent.
2011. Il y a aussi la fièvre typhoïde qui peut même suivre, d'autres maladies parasitaires aussi. Moi, je veux donner un message. Je crois qu'actuellement, avec beaucoup de problèmes que nous avons connus dans notre ville, il y a beaucoup de points d'eau qu'on a déjà disposés un peu partout, au marché, à la maison. Je leur dirais vraiment chaque fois se laver les mains avant de faire téter les nourrissons. Plusieurs autres femmes tombent dans la même situation. Elles allaitent leur bébé sans se soucier des moindres mesures d'hygiène, avons-nous constaté sur terrain. Et la zone de santé de Kaina fait face à une montée de cas de la typhoïde et de la malaria. Plusieurs patients reçus dans des structures sanitaires de la place en souffrent. Ces personnes sont essentiellement des paysans qui se rendent au champ et y campent plusieurs jours dans de mauvaises conditions. Joël Tali nous décrit la situation. Malaria mchikohozi nisha siku 5 kosa ni jua ya kababi njiko nacha tunapata malaria niko mdimaji malaria sajua ndio tomboka sana niko mdimaji. Nous sommes à l'hôpital général des références de Kirumba. Nous rencontrons environ 10 femmes internées dans cette salle. D'après les personnels soignants, ces femmes et la plupart des patients souffrent de la typhoïde et de la malaria. Ces cas sont fréquents par ici, alertent les autorités de cette structure sanitaire. Une question se pose, d'où viennent ces malades? Nombreux proviennent de la vallée de Kitobindo. C'est dans ces villages que les agriculteurs de Kirumba, Kaina et autres agglomérations viennent cultiver. Ils y campent des jours, voire des semaines. Ces groupes de femmes et leurs enfants habitaient cette case il y a quelques années. L'insécurité les a contraints à quitter ces milieux pour Kaina. Ils sont revenus ici depuis une semaine pour labourer leurs champs. Malheureusement, cette femme et son fils d'une année sont tombés malades depuis 2 jours. Nijuka purukiko hapa Kitobindo na hali ya maji haiko mzuri. Hii maji yetu haiko bien, ndio inatuletea malaria. Ndio walituambiaga wazungu sasa maji iko mzuri, ndio maana tuko na ikunywa. Mbele tulikuwa na kunywa kwa luluholu. Wakati waliletaka hii maji tukaacha mara maile lu. Anatokana tuna maji na hii jua nayo. Jua nayo ilishatuletea malaria. Ici à côté, trouver la case où ils campent et l'être peu confortable. Cette famille doit dormir ici sans moustiquaire. Cette femme explique qu'elle n'en a pas bénéficié lors de la dernière campagne de distribution. Wakubwa. Si waliletaka ingine mbele ikatuishia huku ngambo na tuko. Huko napata shida kila mara ya malaria. Watu walipokea moustiquaire lakini kuko wenye hawakuipata. À cela s'ajoute la difficulté d'accès à l'eau potable qui les expose doublement. Wanatuambia kila mara wakati tunafika hospitali wanasema typhoid inapatikana huko Kitobindo. Tunakunywa maji ya kutumira na ya luholu. Ces villages n'ont qu'un seul robinet qui dessert toute la population locale en eau potable. Un bidon de 20 litres peut se remplir jusqu'à 10 minutes. Du temps perdu pour un paysan surchargé toute la journée, courant derrière les temps pour ce séjour calculé. Il préfère alors se servir de la rivière Luholu. Est-ce que c'est moi qui me libère ou? Ces cours d'eau est utilisé pour la cuisson de nourriture, pour la boisson, pour la lessive et même pour se baigner. Nakula yule mjini. Na kama naogopa hii nini hii maji. Kwa sababu napika kule kuna pale kule nini kule. Sasa yule wakati ngombe zinanyamba ndani. Zinanyamba ndani wanapata dawa. Yeye nyingine nataka mimi naogopa mjini.
Maanake ile mikrobe inatoka kule yulu kwenye unaanzia kule yulu na pia fika huku kisha lala. Inaanza kule yulu. Kule yulu. Kule yulu kukimbia. Ndio. Voilà. La rivière Luholu sert pour beaucoup, malheureusement, au risque d'exposer des habitants à des maladies. Isabelle Wangahemuka dans ce reportage de Joël Tali. Et autre chose, Dr Benjamin Kompi, médecin traitant au centre de santé de référence de Kirumba, confirme bel et bien que les cas les plus reçus au sein de sa structure sont ceux de la typhoïde et de la malaria. En la croire, les personnes les plus touchées par ces maladies sont des paysans qui partent camper en train de préparer la saison culturelle en cours. Ces maladies sont causées par la saleté et les mauvaises conditions de campement exposant certains agriculteurs à des piqûres de moustiques, entre autres solutions pour lutter contre les maladies de Messal. Dr Kompi conseille le lavage régulier des mains. Joël Tali l'a interrogé lors de son séjour à Kirumba. Suivez. Actuellement, il y a un nombre accru de cas de fièvre typhoïde. Pas seulement des cas de fièvre typhoïde, on est en train de recevoir aussi des cas de paludisme grave. Et c'est une préoccupation nous-mêmes. La fièvre typhoïde, nous disons, c'est une maladie de Messal. Et quand nous disons une maladie de Messal, cela veut dire qu'elle se transmet par les mains. Et quand les mains sont souillées, et par exemple, vous êtes en train de prendre des aliments contaminés et que vous les mettez dans votre organisme via la bouche, c'est dans ce sens-là que cette maladie peut se transmettre. Et lorsqu'il y a des manifestations cliniques, le patient peut se plaindre par exemple de céphalée, des douleurs abdominales, des vertiges. Avec les recherches que nous avons effectuées, nous avons constaté que surtout pendant la période culturelle, il y a des populations qui quittent Kirumba pour aller peut-être au champ. Elles vont camper au champ pendant beaucoup de temps, on peut faire des semaines, des mois. Et lorsqu'elles sont au champ, vous connaissez que les conditions d'hygiène et d'assainissement ne sont pas bien remplies au niveau des champs, là où les populations campent. Et en revenant de là, lorsqu'elles nous arrivent, elles reviennent du pas, elles reviennent du champ, elles auront à présenter des manifestations cliniques que je viens de citer si haut. Une autre cause, comme ça peut être aussi un facteur peut-être, c'est un rapport avec le lâchement des mesures barrières. Et le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières séjourne à ville de Bunia, en province de l'Ituri, depuis la soirée du mardi 1er août. Le patron de la territoriale a eu tête-à-tête avec le gouverneur et les élus de cette province et autres personnalités. Le ministre a promis renforcer la province aux nouveaux éléments de l'effectif de la police. Un reportage de la cellule du gouvernorat de l'Ituri. Suivez. C'est aux dernières heures de l'après-midi de ce mardi que le patron de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières est arrivé à Bunia. La tenue d'une forte réunion de sécurité n'a pas tardé dans la salle d'audience du gouvernorat. Le gouverneur de l'Ituri et commandant des opérations, le lieutenant-général Luboyanka Shomodjouni, a présenté au patron de la territoriale le tableau sécuritaire de ce jour. Peter Kazadi a salué les avancées significatives de l'administration militaire. Je note qu'il y a des avancées notables sur le plan sécuritaire. En dehors des groupes armés qui équiment la province, nous n'accepterons pas être dominés sur notre sol par des forces venues d'ailleurs. Et nos forces armées ont juré de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême et jusque-là ils se comportent bien. Il a promis également, dans les prochains jours, le renforcement des effectifs policiers. Le gouvernement de la République a décidé de recruter 13 000 policiers et j'en ai profité pour le dire au général gouverneur
de nous aider à mobiliser la jeunesse, à se faire recruter dans la police. Au même moment, le patron de la territoriale promet faire les rapports au commandant suprême de forces armées pour l'accélération du PDDRCS, gage de paix durable, en Ituri. Ici, ça constitue en quelque sorte un goulon d'étranglement puisque le programme n'est pas assez fonctionnel d'après les rapports que je viens de recevoir. Je ferai les rapports au commandant suprême sous l'autorité duquel ce programme est placé. Je pense qu'il lui-même saura prendre des mesures pour faire évoluer les choses. Avant de clôturer sa conférence de presse, le numéro 1 de l'Intérieur, émerveillé et surpris de la qualité des infrastructures trouvées à Bunia. J'ai trouvé une gouvernance avec des asphaltes, avec une population dynamique que j'ai vue. Je confirme certains rapports que j'ai reçus. La ville de Bunia est calme, elle vit en sécurité, dans l'ordre et dans la discipline, contrairement à tout ce qui est répandu. La province de l'Ituri constitue la deuxième étape de la mission d'itinérance administrative et sécuritaire du patron de la territoriale. Et c'est après le Haut-Ouélé avant de s'envoler ce mercredi pour Kisangani dans la province de la Tchopo. Mesdames et messieurs, c'est cette page qui met fait à cette édition du journal sur Moto TV. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.